Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Run and Talk. Donc le principe, j'avais déjà fait un épisode 1 à Montegordo où je répondais aux questions de mes athlètes et aujourd'hui je vais répondre aux questions des abonnés. Donc ça va être des questions diverses sur moi en tant que coach, comment je vois l'entraînement de mes athlètes, qu'est-ce que je pense d'un tel, etc., etc. Donc le but c'est que je fais ma séance et je réponds aux questions pendant ma séance. Il n'y a pas de coupure ou très peu de coupure pour que ça reste vraiment comme si vous veniez courir avec moi et qu'on discutait ensemble de diverses choses sur l'athlétisme. Donc aujourd'hui la séance que je vais faire c'est une endurance continue, une endurance active, appelez ça comme vous voulez. Je vais faire 4 km de footing tranquille à 5 au kilo, 4,45 et après je pars pour 12 bornes en 4,00 à peu près, 4,0, 4,05 et après 2 km assez cool. Donc ça va faire une sortie de 18 bornes, je fais ça à peu près tous les dimanches pour travailler mon endurance. C'est bon, GPS prêt, on peut y aller, let's go. Il galère le conducteur là. Ça veut changer les vitesses, enculé. Donc là, on va vous présenter également, à chaque fois je vais faire un lieu différent pour vous présenter divers endroits de la région, de la métropole lilloise. Et là aujourd'hui on est au niveau du parc du Héron, donc c'est là où j'avais le couru le cross, mais c'est très très grand. Donc là il y a surtout une boucle, la boucle des Marchenelles. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Bon, moi je l'appelle la boucle de 3000 mètres. C'est une boucle assez plate qui est très très exposée au vent. Mais parfait pour faire des spé, 10, semi, etc. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Première question, ce que je n'aime pas dans mon sport. Alors, on commence par quelque chose de négatif entre guillemets. Mais c'est vrai que il y a forcément des choses négatives qu'on peut trouver dans l'athlé, surtout dans ma discipline. Et là, on peut voir un des aspects qui est pas facile, c'est les conditions climatiques que tu peux pas forcément contrôler. C'est pour ça que je trouve que c'est un sport ingrat en fait, parce que par exemple moi là, je vais m'entraîner pendant 4 mois pour un objectif, pour le SMI. Donc ça veut dire que j'ai qu'une fenêtre temporelle où il doit faire pas trop froid, pas de vent, pas de pluie, sinon forcément ta perte elle est réduite. Comme l'année dernière, j'ai pas eu de chance, les conditions à Lille elles étaient pas terribles. Après forcément tu t'entraînes dans ces conditions là, mais d'un côté t'espères que le jour de la course les conditions soient le plus parfaites possible. Et là on peut le voir, Anthony Frontera, lui il s'enchaîne que des conditions de merde avec énormément de vent et c'est super frustrant parce que forcément ça impacte ta perf, forcément. Donc c'est ça qui est chiant. Pareil pour le marathon, tu sais quand t'es coureur de piste comme moi avant, t'as plein de compètes, c'est pas grave, tu peux enchaîner des 800, des 1500, etc. Mais un marathon et un semi, t'en as que un ou deux dans l'année, c'est tout. Donc ça je trouve ça vraiment compliqué dans ce sport, parce que t'as pas le droit à l'erreur quoi en fait. Et après ce que j'aime pas, je sais pas si c'est ce que j'aime pas, mais c'est ce que je trouve difficile dans ce sport, c'est que pour moi c'est peut-être le sport le plus dur, surtout pour mon cas à moi, parce que je fais à peu près 4000 km par an, donc des semaines à 80 km, tout seul, dans le froid, etc. Et tu peux pas t'arrêter parce que sinon tu régresses. Tu comptes que sur toi-même. On m'avait donné beaucoup d'exemples d'autres sports qui étaient durs, mais je réponds à chaque fois oui, mais moi je suis tout seul. Je compte que sur moi dans ma perf. Et je suis pas un sport porté comme le vélo, même si le vélo est très très dur. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux abdos, j'ai mal aux lombaires, etc. Tout est dur et c'est que moi qui dois me faire avancer, pas le vélo. Même si je dis que le vélo est très dur. Donc voilà les côtés un peu négatifs, même si ce qui est au final
c'est ce qui rend beau ce sport. Voilà. Alors la deuxième question, c'était ma distance favorite. Donc ça c'est pas un secret. C'est le semi-marathon, clairement. Alors forcément vu que je perds là-dessus, bah ça joue, ça impacte. Mais aussi je trouve que c'est le meilleur compromis entre la souffrance physiologique, psychologique et physique. T'as mal, mais tu peux encore y aller, tu vois. C'est pas comme le 800, c'est pas comme le 10 km. Par exemple, le 10 km, je trouve vraiment que c'est l'épreuve la plus dure sur route. C'est horrible. Parce que t'es quasiment dans le mal de A à Z, à part si t'es dans un bon jour. Mais le semi, c'est la souffrance parfaite, quoi. J'adore ça. Et j'ai tout le temps hâte d'en courir un. Encore une fois, alors. Et même le jour où j'avais abandonné, au France de Semi à Saint-Omer, bah, j'avais quand même pris du plaisir à faire 13 ou 14 bornes. Donc voilà, c'est ça ma distance favorite. Et celle que j'aime le moins, c'est sûrement le 800 mètres. Alors, troisième question, qui est plus axée sur l'entraînement. Est-ce que j'utilise un lactatomètre pour contrôler mes intensités à l'entraînement? Alors non. Alors pourquoi? Parce que déjà ça coûte extrêmement cher. Donc le lactatomètre, l'appareil en lui-même, il coûte 400 €, 500 €. Et les petites bandelettes pour piquer, c'est 2 € la piqûre. Donc c'est quand même un investissement. J'hésite à le faire. Mais il y a d'autres solutions pour contrôler mes intensités. T'as la fréquence cardiaque, bon, même si j'ai pas de brassard et j'utilise pas la fréquence cardiaque, mais je vous donne des options pour vous. Ensuite, oui, ça va paraître réducteur, mais je me connais quasiment par cœur. Je m'entraîne tout le temps, tout seul. Je travaille énormément les allures. J'ai pas besoin de regarder ma montre pour savoir en combien je suis au kilo, sauf si j'ai énormément progressé ou régressé. Donc ça me permet de savoir si oui ou non je produis du lactate entre guillemets. Et après j'ai une aisance respiratoire, une aisance physiologique que je sens. Je sens que j'ai pas un certain seuil à dépasser, genre à quelques secondes près au kilo. Je sais que si je passe de 3,25 à 3,21 sur de l'allure facile, entre guillemets, je vais dépasser un certain seuil et je vais commencer à sentir le lactate monter. Et comme Alexis Miele l'a dit, lui il n'utilise pas du tout ses capteurs d'entraînement parce qu'il veut rester naturel entre guillemets, ne pas être robotisé. Et moi j'aime bien juste courir, quoi, qu'on me fasse pas chier. Si je suis à l'heure facile en 3,25, et je suis à l'heure facile en 3,25. Et pareil, le lactate, je pense qu'il peut dépendre des individus, de l'environnement. Il faut courir sur piste. Enfin, il y a plein de contraintes à ça. Donc j'ai pas envie de me restreindre à tout ça, quoi. Alors la quatrième question. Je l'ai pas. Il est où ton tel? Dans la poche là. Alors, authentique les gars. Le code 2704. Anniversaire de Nutri-Simon. Allez voir sa vidéo YouTube. Il a sorti sa chaîne là. Alors on va retenir les questions d'après. Ok. Bon, je vais le garder sous la main en attendant. Alors, qu'est-ce que je fais pendant mes coupures? Alors bon, parce que ça c'est un abonné qui me l'a demandé sur YouTube. Donc pendant mes coupures, je fais rien. Tout simplement, je me repose. Et je trouve que c'est hyper important, vraiment même dans vos semaines, essentiel de prendre un jour de repos, même si vous entraînez 10 à 12 fois par semaine. Pour que la tête elle récupère. Sinon tu vas vers un... Même si tu kiffes ça, et moi je suis accro à l'athlé, mais les gars, prenez un jour de repos. Là c'est l'entraîneur qui parle, essentiel. Et pendant vos coupures, donc sur vos cycles,
Donc, par exemple, je sais pas, moi je fais des cycles de 16-17 semaines à peu près. Bah, je prends une semaine de coupure, tout le temps, pour me régénérer, pour pas me blesser et pour assimiler ce que j'ai fait à l'entraînement précédemment. Et je vois trop de monde, mais que ça soit débutant, pro, pas de coupure. Les gars, calm down. Comment vous faites pour enchaîner? Moi, vraiment, il y en a, c'est des robots. Même parmi des connaissances. Vous en faites trop. Un jour, ça va casser. Si vous coupez pas assez, vous êtes bien en ce moment, mais après, vous le paierez plus tard. Rien que pour votre tête. Si vous contre-perfez, vous allez vous dire, ah putain, j'ai fait tout ça pour rien. Et vous aurez peut-être plus envie, plus la motivation. Donc, toujours une coupure où je fais rien du tout. Et après, bah, tout simplement, je reprends très tranquillement par une petite semaine à 60-70 km. Et puis après, bon, on est lancé sur la prépa. Hop là, là, ça va être boueux. Alors, next question. Il me semble que c'était, est-ce que je fais de l'entraînement croisé avec du vélo? Non, pas du tout. Parce que bon, déjà d'une, moi j'aime bien le vélo, mais sur du plat, sans vent, etc. Et pour moi, il faut rester sur la contrainte course à pied. Il faut rester sur le spécifique course à pied, sauf pour quelques exceptions. Pour ceux qui ne supporteraient pas la charge mécanique de la course. Donc par exemple, un athlète qui a besoin de faire un certain volume en endurance, bon, bah, on peut lui rajouter du vélo 1 à 2 fois par semaine ou lors des reprises, etc. Mais pareil, attention, parce que le vélo ajoute d'autres contraintes mécaniques, par exemple sur le tenseur du fascia lata, vu que vous allez être énormément en flexion comparé à la course, ça rajoute d'autres contraintes. Donc moi je préfère, bon déjà la course, je préfère courir, et ça va être mieux parce que le vélo, c'est pas de la course au niveau des contractions musculaires déjà. Ok, alors prochaine question. Alors celle-là elle est intéressante. Jusqu'où je me vois progresser? C'est assez vague parce que en vrai, déjà il y a quelques années, même pas, je pensais pas faire ces chronos là. Je pensais que c'était déjà des limites qui n'étaient pas atteignables. Mais bon, tu connais, no human is limited. C'est pas pour rien que j'ai ça de tatoué sur la jambe. Donc j'en sais rien, je pense quand même. J'ai des barrières forcément. Parce que j'arrive à un âge aussi où je commence à être âgé. Et je me rends pas compte parce que j'ai l'impression que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais ça va déjà faire 13 ans je crois. Donc ça commence à faire. Et sur semi, je pense pouvoir faire au mieux 1h07. 1h07, ouais, ça sera déjà très bien. Parce qu'on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui croient que le semi, c'est 2 fois 10 km. Donc 1h10, c'est 35 minutes au 10, mais pas du tout. 1h10, c'est déjà 33, 10, 33, 20, je crois. Donc pareil, 1h07. 1h07, c'est 31-30 au 10, je crois. Donc c'est déjà très rapide. Sur marathon, j'ai hâte de voir. Parce que je sais que je suis fait pour ça, pour le long. Et il y a moyen qu'un jour je fasse moins de 2h20 si j'arrive à le dompter entre guillemets. Et après sur des distances plus courtes, j'aimerais et je pense être capable de faire moins de 31 minutes assez récemment, on verra. Et sur 15 km, sur 5 km, 14-40 je pense. Je pense que c'est ça mes limites, mais déjà avant, je pensais que mes limites c'était 32-30 au 10. Alors que là, dans 3 mois, c'est ce qui m'attend
sur ce micro. Les facteurs d'amélioration, encore le volume d'entraînement, parce que je m'entraîne pas beaucoup comparé à certaines personnes. Je fais, comme j'ai dit, 80 km en moyenne dans l'année, ce qui est pas non plus énorme. Et après, bon voilà, la technique d'entraînement, je suis encore en train de tester de nouveaux trucs. Je change en permanence mes méthodes, donc on va voir si ça marche. Mais en tout cas, c'est bien parti pour cette saison. Alors, prochaine question. Est-ce que je préfère entraîner des femmes ou des hommes? Alors, dès que j'ai commencé à entraîner, moi j'étais assez jeune, j'avais 17-18 ans. Je voulais entraîner que des hommes. Parce que je me disais, ouais, les femmes, ça va être compliqué. Et j'étais assez introverti, assez timide. Donc j'avais peur du regard de la jante féminine. Et au final, maintenant, j'ai quand même une préférence pour les filles. Parce qu'il y a beaucoup plus de social. Et le métier d'entraîneur, c'est pas que d'entraîner et d'avoir des perfs. C'est parler avec les gens, s'intéresser à eux, à leur parcours, les voir grandir aussi pour certains. Et chez les filles, je trouve qu'elles s'expriment plus que les mecs. Après, au niveau souffrance de l'entraînement, je dirais pareil, en vrai, les filles vont plus dans le mal que les hommes. Les hommes ont plus tendance à se plaindre. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, mais il y en a, ils se plaignent beaucoup. Ça dépend du milieu aussi dans lequel tu as évolué. Si tu viens de cité, si tu viens de papapi, papabou, bon bref. Allez. Est-ce que j'irai avec un coach? La réponse est non, tout simplement. Donc j'ai eu que 2 entraîneurs dans ma vie. Et je vais pas m'étaler sur YouTube parce que ça se fait pas, mais ça s'est pas bien passé. J'ai une mauvaise expérience. Ce qui a conduit au fait que je me suis auto-entraîné. Donc rien que pour ça, au final je les remercie. Et je me suis formé par moi-même. J'ai fait énormément d'erreurs en tant qu'entraîneur sur moi, sur les autres aussi. Et j'adore tester des choses. Donc j'ai une certaine liberté d'être entraîneur de moi-même. Et une certaine fierté, reconnaissance, parce que les chronos que je fais, c'est grâce à moi et pas à quelqu'un d'autre. Plus, forcément, vu que je suis entraîneur, j'ai un regard critique sur ce que quelqu'un pourrait me faire et je pourrais pas être d'accord avec lui. Donc je préfère rester solo pour l'instant et je pense même pour la vie. Prochaine question. Mon plus beau souvenir. Alors, j'hésite entre, je parle en tant qu'athlète, entre forcément la première fois où je fais moins d'1h10 au SMI. Pour moi celle-là elle est incroyable. Quand je regarde encore des extraits de cette course, j'ai les larmes aux yeux et pourtant je suis pas quelqu'un qui pleure énormément. Mais j'ai toutes les émotions. La course là elle était vraiment intense. C'était incroyable quoi, c'était indescriptible. Et même si je fais mieux en mars, pour moi ça sera la première fois. C'est comme la première fois que tu fais autre chose quoi. T'as capté. On va accélérer un petit peu. Footing fini. Donc là on passe au Kato Kill sur de l'endurance active. Donc c'est un footing rapide tout simplement. Et j'hésite avec le marathon de Paris. Même si la perf était nulle, c'était incroyable. Incroyable. Genre je suis nostalgique de me dire je revivrai plus jamais ça genre. Donc voilà, entre les deux courses là. Next question. Celle-là est intéressante les gars. Qu'est-ce que je pense des entraîneurs sans formation ou des anciens athlètes de haut niveau qui deviennent entraîneurs professionnels en plus? Alors, je vais vous donner tout simplement l'exemple. Je vais voir un préparateur mental, un psychologue, un nutritionniste pendant
2-3 ans de ma vie. Est-ce que vous considérez psychologue ou nutritionniste après avoir vu ce professionnel de santé? Non. Donc c'est pareil. C'est pas parce que tu as fait 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans de haut niveau que tu es entraîneur de haut niveau. T'as pas les compétences pour. Il faut être formé. Moi j'ai fait 5 ans, 6 ans d'études pour ça. Donc forcément, bah moi ça me fait chier quand je vois certaines personnes aller avec des gens qui n'ont pas de diplôme par exemple. Et il y a plein d'athlètes qui ont des passes droits et que ça soit pas que dans le demi-fond, c'est partout. Voilà, je peux prendre l'exemple de Teddy Tango. Lui au moins il s'est formé. Il a passé plein de diplômes à la suite de ça et ça c'est ok. Mais t'as des mecs comme moi ou Vincent Guillot. Bon, Vincent Guillot il a réussi. Moi je considère pas encore avoir réussi. Bah je me casse le cul. J'adore ce que je fais. Je suis passionné. Je m'intéresse à toutes les méthodes d'entraînement. Et au final je suis content avec ce que j'ai. Mais je pense mériter mieux vu mon investissement pour l'athlétisme. Parce que ma vie elle est consacrée qu'à ça. Donc voilà, juste ça. Mais prenez bien l'exemple. C'est pas parce que je vois un psychologue pendant tant d'années que je deviens psychologue. Et c'est pareil pour entraîner. Il faut des compétences pour pas blesser, pour pas surcharger. Parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique, pardon. Ça c'est important chez les athlètes. Il n'y a pas que l'aspect entraîneur. Suivant. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est important de faire de la prévention là-dessus. Votre entraîneur doit vous justifier une carte professionnelle. Donc la carte professionnelle, c'est votre titre qui vous permet d'entraîner contre rémunération. Donc moi par exemple, cette carte, je l'ai eue à la suite de ma licence et j'ai dû passer un entretien avec un CTR de la Ligue de la Fédé d'athlé me permettant d'exercer pour de l'argent dans mon sport. Et là, vous verrez qu'il y a beaucoup d'escrocs qui entraînent sans aucune formation. Donc, soyez vigilants là-dessus. Parce qu'en STAPS, on n'apprend pas seulement à entraîner juste des gens, on apprend à planifier l'entraînement, à le structurer tout au long de l'année pour pas que les gens ils se blessent. On n'apprend pas non plus seulement à entraîner que des hommes, on apprend à entraîner des femmes enceintes, des enfants, tout type de public. Et ça, il y a peu de monde qui est apte à le faire. Parce que l'entraînement, c'est pas juste, il faut individualiser l'entraînement, c'est une des clés de l'entraînement pour progresser. On apprend aussi à faire de la prépa physique, de la réalisation, de la prépa nutritionnelle, de la prépa mentale, enfin tout un bloc de connaissances pendant 5 ans. On n'est pas juste là assis sur un banc à réviser n'importe quoi. Le plus important pour moi dans l'athlétisme, enfin dans l'entraînement, pour progresser. Alors, tout simple, je vais vous dire déjà le volume d'entraînement. Ça, c'est le facteur physique, entre guillemets. Et ensuite, pour moi, le plus important dans mes distances, c'est la tête. Il n'y a que la tête. Je vais vous donner 2 exemples. Premier kilo 4,03. Quand j'arrive à monter Gordo avec Simon, j'ai rien fait pendant 10 jours. J'ai fait 10 jours de coupure, je reprends tranquille. Et vu qu'on est à monter Gordo, je me dis vas-y, je vais faire une spé 3000, juste pour voir. Et je me dis, j'en ai rien à foutre, je pars sur 8,30 au 3000. Chose que j'avais jamais fait. C'était des bases. Pour moi, c'est impossible de tenir ça. Mais je me dis, je m'en fous, j'y vais. Je tiens l'aspect sur les bases de 8,30. Avec 10 jours de coupure. C'est tout. Prépa marathon. Ça se passe bien, mais pas trop bien. Genre, un peu de frustration au niveau des chronos. Et vient le jour où je fais une spé avec ma copine. Et là, je me dis, aujourd'hui,
je cours vraiment. J'arrête de me dire, je fais 42 km. Juste, j'ai pas peur, je cours. Je fais la séance là a été monstrueuse pour moi. Il y avait 29 km dedans et je tourne, c'était 6, 3, 4, 2. Je fais 3,17, 3,18 de moyenne sur la séance. Celle-là, elle était monstrueuse. Et c'est que ma tête où je me suis dit, aujourd'hui, t'es fort. T'as fait 1h09, donc t'es capable de faire ça. C'est de la confiance, c'est de l'estime de soi, mais j'en ai besoin personnellement. Et forcément, ce qui a changé entre le mois d'avant et de maintenant, c'est le facteur tolérance à la douleur. Donc c'est ça qui peut caractériser la difficulté d'un sport pour moi. Donc désolé, on a une coupure de batterie du stabilisateur. Donc je disais que la tolérance à la douleur, elle avait énormément changé pour mon rapport à moi. Et surtout après le marathon, je vois plus la douleur comme avant. Par exemple le cross du Héron, ça m'a pas paru dur parce que mon expérience fait que je suis apte maintenant à encaisser un 8 sur 10, 9 sur 10 en effort quoi, comparé à avant. Alors, question matérielle. Quelle est selon moi la meilleure paire de chaussures? Ça c'est spécifique à moi et je vais vous répondre la Nike Alpha Fly 1. Voilà, c'est tout. C'est rapide, efficace. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais le marathon de Paris? Oui, mais ça, c'est assez dur qu'en fait, je le referais dans le sens, oui, si je l'avais pas fait, mais s'il était réexpérimenté là, je le referais pas parce que c'était unique. C'est une fois dans sa vie. Et je vous jure que c'était tellement dur que j'étais traumatisé par cette course. Même si j'ai kiffé. Mais j'en fais encore des cauchemars. Mais oui, je le referai forcément. Parce que c'était incroyable. Et la question après c'est quand sera le prochain marathon? C'est pas d'actualité. On verra ça dans 3-4 ans. J'ai encore des belles choses à faire sur piste, sur semi et sur 10 avant de me lancer pleinement sur le marathon. Parce que si je reviens sur cette distance, c'est pas pour faire 2h44, c'est pour faire 2h26, 25. Encore 2 questions. Alors, quel athlète m'inspire le plus? Alors, forcément, comme j'ai dit, si j'ai ça tatoué sur la jambe, c'est que forcément Kipchoge m'inspire un petit peu, en espérant qu'il soit pas dopé. Ça on ne le saura peut-être jamais. Mais c'est le parcours qu'il a eu. C'est tellement long. Le mec il est là depuis 2004 à haut niveau. 2004. Puis sa foulée, tout en fait. Et après c'est pas un athlète. Enfin, pour moi je peux considérer ça comme un athlète. C'est Mike Horn. Donc c'est un aventurier explorer. Et ce qu'il a fait, j'ai pas le droit de me plaindre. Tu peux pas te plaindre de courir parce qu'il fait froid, etc. Parce que le mec là, il a traversé tellement de choses dans sa vie. Il a traversé l'Amazonie tout seul pendant 6 mois. Il était dans la jungle. Il a traversé le pôle sud, le pôle nord. Il est resté par des températures moins 50. Tu peux pas te plaindre. Donc c'est des mecs comme ça qui m'inspirent. Et enfin, dernière question. Selon moi, comment gérer le renforcement en prépa marathon? Alors il y a une vidéo qui arrive sur la musculation. C'est la prochaine vidéo. Et sinon pour répondre vaguement, il faut faire de la force. Donc soulever des charges, pas forcément maximales, mais des charges lourdes pour répondre à la contrainte
du marathon. Et en fonction du parcours aussi, bah, soit vous travaillez en excentrique ou en concentrique. Mais forcément pour moi, ça va être intéressant d'être plus en excentrique pour stimuler la fin du parcours. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions. Donc si vous avez encore d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, il y en avait encore, je les garde pour les prochaines fois. Bon, dites-moi dans les commentaires, que ce soit sur n'importe quel sujet, ou même pour donner votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, bah, c'est toujours bien de pouvoir échanger et de ne pas être fermé à une seule vision, comme certains entraîneurs peuvent l'être. Donc voilà, moi il me reste encore plus de 10 bornes. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et on se revoit vite. Salut! Et voilà, fin de séance. 18 km, 1h16, 30. Ah, ça a passé vite sur la première moitié. Puis vu qu'il fait froid, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Toujours plaisant, c'est les séances les plus faciles de la semaine. Et j'ai oublié un petit détail. Je mets les ASICS Nimbus 25 sur ce type de séance. Tout simplement pour éviter d'aller trop vite. Donc je vais pas mettre des chaussures comme les Boston, parce que sinon j'aurais trop d'aisance entre guillemets à être sur 3,45, 3,50. Donc je reste sur une chaussure qui est adaptée normalement pour du footing de la récup. Et voilà. Bisous. Putain, je suis sec gros. Je suis malade là. J'en peux plus là gros. J'ai un truc pour toi. J'arrive pas à tenir les allures là. J'ai testé un truc hier. Bon, je crois qu'on y est. Tiens, tu m'en diras des nouvelles, c'est une petite bande que tu mets sur le nez et après ça se passe bien. Tu m'en diras des nouvelles. Je vais tester ça gros. Alors, dépêche-toi parce que là il reste 20 secondes. Putain mais gros, t'aurais dû me dire ça avant gros. Mais gros, je vais monter l'Everest avec ça gros. Mais Inoxtag il aurait dû prendre ça gros. Nique sa mère la récup gros, on y va maintenant, je suis chaud maintenant. Allez, 3. Allez 3, 2, 1 gros. Mais gros, tu fais quoi là? C'est 400 mètres. Allez gros, c'est fini maintenant, je m'arrête plus gros, je suis chaud. Vous avez déjà dû voir un bon nombre de tête avec un truc sur le pif, comme par exemple Etienne Daguinos lors de son record d'Europe du 10 km, ou encore Jimmy Ressier. Aujourd'hui, on teste ceux de la gamme Fresh Flow, une bandette nasale qui fonctionne sous forme de pansement, permettant de soulever les narines et les garder bien écartées, dégageant ainsi le passage nasal. Ça va permettre d'augmenter l'afflux sanguin vers le cerveau et alimenter plus efficacement les tissus actifs en oxygène. Donc vous pouvez retrouver toute la gamme de Fresh Flow donc sur leur site. Je vous mets tous leurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook, leur site. Donc il y a 20 bandelettes nasales dans chaque pack qui sont au prix de 16,99 €.